Mesdames et messieurs, bienvenue à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg pour cette conférence qui va avoir lieu dans le cadre du festival Strassiran. C'est, je le redis, comme l'a dit le directeur de la BNU, M. Toker, à l'inauguration de ce festival, c'est un honneur et un plaisir pour la BNU que de participer cette année au festival Strassiran, surtout dans les conditions actuelles. Il se trouve qu'à la BNU, nous avons la chance, cette année, dans ce cadre-là, de pouvoir accueillir François Dessay, ou de pouvoir réaccueillir François Dessay, car il fait partie des habitués de la maison, et on s'en réjouit. Et nous avons aussi la chance, depuis maintenant 2 ans, d'accueillir une collection qu'a déposée chez nous le musée du Louvre, collection d'une centaine de pièces qui retrace précisément l'histoire archéologique de l'Iran ancien, du 4e millénaire avant Jésus-Christ, peut-être même la fin du 5e, jusqu'au 7e siècle après Jésus-Christ. Ce dépôt, qui va être en partie l'objet de la conférence d'aujourd'hui, c'est le résultat d'un partenariat vieux maintenant de quasiment 10 ans, qui permet à la BNU et à l'Université de Strasbourg, et notamment aux étudiants de l'Université de Strasbourg, de pouvoir accéder à des collections des réserves du musée du Louvre pour compléter leur parcours avec un enseignement qui est assuré en partie par les conservateurs du département des Antiquités orientales et en partie par les ressources de l'Université de Strasbourg. Chance qui s'est doublée cette année, puisque le parcours iranien ancien, il y a quelques semaines, a reçu un complément relatif à l'époque islamique de Suse tout particulièrement, qui est le site principal étudié dans le premier dépôt. Donc nous continuons la chronologie pour donner corps à ces 6 millénaires d'histoire, comme le titrait Pierre Amier il y a de ça maintenant bientôt 40 ans. Suse, 6000 ans d'histoire, eh bien, ici, pendant quelques temps, jusqu'en juin 2028, nous pouvons en donner un petit aperçu, grâce notamment à la mobilisation de tous ceux qui participent au projet de Musée d'Orient, et notamment Philippe Quesnay, que je tiens à remercier. Je vais sans tarder passer la parole au coprésident de l'association Strassiran, en vous redisant le plaisir que la BNU a à accueillir ce type d'événement et à participer à ce festival. Merci et bonne conférence. Merci beaucoup, Monsieur Marine. Merci à tous pour votre présence. Quelques mots sur l'association. Donc, depuis 2009, l'association Strassiran œuvre en faveur du dialogue interculturel, de la circulation des savoirs et de la valorisation des expressions artistiques, intellectuelles et patrimoniales liées à l'Iran et ses diasporas. Fidèle à ses principes fondateurs, Strassiran affirme son attachement à une neutralité politique et religieuse dans le cadre résolument tourné vers l'ouverture, le respect, la diversité et le vivre ensemble. L'association conçoit l'art et la culture comme un espace de partage, de transmission et de dialogue pour tous. La 9e édition du festival, organisée du 16 au 29 mars, s'inscrit dans cette continuité. Elle propose, en partenariat avec de nombreux lieux de la métropole, une programmation riche de plus de 40 rendez-vous, dont des expositions, ateliers, conférences, visites guidées, projections, spectacles et rencontres littéraires. Cette édition se déploie dans un contexte international qui n'a échappé à personne, qui est particulièrement sensible, en particulier en Iran. Dans cet esprit, l'association a fait le choix d'une programmation guidée par la responsabilité et la sobriété, et surtout la compassion portée aux victimes et à leurs familles en annulant l'ensemble des événements festifs. Le festival s'inscrit également dans la période du Nowruz, célébration du Nouvel An iranien, qui symbolise le renouveau et qui est porté depuis des siècles par une tradition de partage, de convivialité et surtout d'espérance. Cette résonance donne à cette édition une signification particulière, en rappelant la place essentielle de la culture dans la transmission, en lien avec les générations et l'ouverture aux autres et à la différence. Nous tenons donc à remercier l'ensemble de ceux qui rendent cette manifestation possible, au premier rang desquels nos bénévoles, bien sûr, puisque nous sommes une association entièrement bénévole, les partenaires et mécènes qui nous aident financièrement, ainsi que les institutions culturelles, mais aussi la ville de Strasbourg, la région, et surtout
la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, qui est cette année donc le coup de cœur de l'événement. Et je profite vraiment de l'occasion pour vous renouveler nos remerciements les plus chaleureux pour votre confiance. Donc, nous vous remercions aussi tous de votre présence et de l'intérêt que vous portez à cet événement, et nous vous souhaitons un bon festival et une bonne rencontre. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai la lourde tâche de devoir vous présenter François Dessay, mais il m'a lui-même demandé d'être très rapide. Donc, aujourd'hui, nous accueillons François Dessay, qui est actuellement postdoctorant à l'Université de Liège, dans le cadre d'un programme de recherche très avant-gardiste sur le dialogue entre les différentes premières écritures. Et aujourd'hui, on va pouvoir donc en savoir un peu plus sur son travail, notamment celui qui l'a mené à déchiffrer l'élamites linéaire. Merci. Alors Emmanuel, Cameron, Anne-Caroline, merci pour vos mots, merci pour votre soutien et amitié. Vous savez, le métier de chercheur, c'est souvent un métier solitaire et on a de rares occasions comme celle-ci de se retrouver avec des personnes, donc j'en saisis la chance, l'opportunité, donc merci à vous. Alors, est-ce que l'on peut commencer à éteindre les lumières dans la salle pour partir dans le temps et l'espace ? Cette conférence, alors attention, c'était censé durer 1h15, 1h20, ça va être beaucoup plus que ça. Voilà, donc désolé. Mais si je vois vous liquéfier durant la conférence, donc je vais raccourcir. Et cette conférence, c'est principalement, elle est tournée autour de la collection qui est en dépôt ici à la BNU. Et donc j'ai choisi 10 objets que je vais détailler et sur lesquels je vais vous parler. Donc c'est 10 mini-conférences. Alors, l'Iran, vous savez où c'est. Et si on voit un petit peu l'histoire du plateau iranien, alors ça c'est souvent une diapo avec laquelle je commence, on peut l'envisager selon 2 grands cycles d'urbanisation. Le premier qui a commencé au 10e millénaire avec la néolithisation, début de l'agriculture et l'élevage au Proche-Orient et en Iran notamment. Et le deuxième grand cycle d'urbanisation, à la louche, du milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'à maintenant. Et alors moi, je traite plutôt du premier grand cycle d'urbanisation, caractérisé par les communautés sédentaires, l'agriculture, l'élevage. Et ce premier grand cycle va culminer. Bon, ça, bien sûr, moi je travaille sur le 3e millénaire, donc je vais vous dire que c'est le millénaire le plus intéressant et le plus important au monde, mais néanmoins, ce premier cycle va culminer au 3e millénaire avant Jésus-Christ, avec tout un tas de phénomènes dont on va parler aujourd'hui. Et cette conférence, vous allez voir, on va remonter jusque vers 4000 avant Jésus-Christ, voire un petit peu avant, et on va terminer avec l'époque sassanide. Mais voilà, un petit peu pour vous mettre dans l'ambiance du plateau iranien. Et ici, vous avez une carte du plateau iranien. Donc, à Suse, nous sommes, je suis perdu, nous sommes ici, donc nous sommes dans le sud-ouest du pays. Et cette conférence va principalement tourner autour de Suse parce que la plupart des objets qui sont en dépôt ici viennent de Suse. Donc, quelques mots pour commencer sur ce site très spécifique. Voilà quelques images aériennes prises dans les années 30 du site de Suse. Je vais rentrer un petit peu plus dans le détail, mais donc on est dans le Khouzistan, c'est donc la plaine. On est à 200 mètres d'altitude à Suse, on n'est pas sur le plateau iranien. C'est le prolongement de la plaine mésopotamienne avec des collines archéologiques ou des tels, celui de l'Acropole, de l'Apadana, celui de la ville royale. Alors tous ces noms-là sont des noms donnés par les archéologues français qui n'ont pas de réelle valeur historique, mais c'est afin de nous pour que l'on sache un petit peu de quoi on parle. Et puis vous voyez très bien l'ampleur des fouilles menées par les Français. Là vous avez une tranchée, la grande tranchée de Jacques de Morgan. Et là c'est les dépôts laissés par les déblais. C'est les déblais qui ont été, que vous voyez, c'est-à-dire on apportait à la brouette, on vidait les brouettes et on vidait les déblais. Alors, quelques photos aériennes de Suse. Vous voyez tout à fait, là on est dans les années 1930, c'est sûrement des photos d'Éric Schmitt, l'imamzadeh, le tombeau de Daniel, près de la rivière, le château construit par les Français, sur lequel je vais revenir.
Voilà une photo plus récente, le tombeau de Daniel, hein, donc lieu de pèlerinage pour les juifs, mais également pour les chiites, le château des Français, le palais de Darius, la Padana, avec la salle dite de la Padana ici. Alors, ici, vous voyez les noms donnés par les archéologues français à ces différents secteurs. L'hôtel dit de l'Acropole. Alors, on a en acadien le nom de ce secteur-là, Alum Elum, donc la ville haute. Donc l'Acropole, c'est très très bien comme nom donné par les archéologues français. La Padana, c'est à cause du nom du palais de Darius, c'est celui de la ville royale. La ville des artisans, un peu plus à l'est, elle a été occupée plus récemment. C'est occupation époque islamique, donc je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et finalement, ce qui est assez étonnant, c'est que quand les Iraniens, j'espère qu'il y a des Iraniens qui vont visiter Suse au moment du Nowruz, qu'ils auront le cœur d'aller visiter Suse, parce que lors du Nowruz, c'est par définition, tous les Iraniens se déplacent dans tout le pays, vont visiter les sites historiques, et on voit très souvent des familles iraniennes se rendre à Suse à ce moment-là. Et bien souvent, les familles iraniennes en fait, sont tout de suite attirées par ce château. Château qui est finalement l'une des occupations les plus récentes sur le site de Suse. Il a été construit à toute fin du 19e, début du 20e siècle par les archéologues français pour se protéger des tribus arabes qui étaient assez remuantes à l'époque et qui pouvaient perturber le bon succès des missions archéologiques. Alors, pourquoi on a ces objets de Suse au Louvre et donc ici à la BNU? Eh bien, cette longue histoire des Français avec l'Iran et Suse commence avec ces deux personnes, les époux Dieulafoy, qui vont mener des travaux dans les années 1880 à Suse. Alors, j'aime beaucoup cette photo là de Jeanne Delafoy qui vous montre un petit peu. Ça n'est pas pour. Bon, elle prend la pose, mais les fusils, c'était pas juste pour la déco. Ils les ont vraiment utilisés. C'était une zone loin du pouvoir central. On est à l'époque Kadjar, fin de l'époque Kadjar à ce moment-là. Les époux Dieulafoy vont trouver cette fameuse frise des archers qui décorait l'une des cours du palais de Darius à Suse, qui est à l'heure actuelle au Louvre. Voilà, ça c'est parmi les grandes découvertes des époux Dieulafoy. Alors après, on pourrait se poser des questions sur la légitimité du fait que les Français ont pu ramener ces objets-là en France. C'est un autre sujet et je ne vais pas en parler. Voilà. L'autre grand fouilleur de Suse, une dizaine d'années après, c'est Jacques de Morgan, qui va être le premier directeur de la mission de la délégation archéologique française en Perse. Il va y avoir donc souvent ce que je disais à mes étudiants à l'université de Téhéran, les Français n'ont pas pillé Suse, on avait un accord en bonne et due forme, alors on pourrait toujours critiquer cet accord-là. Bon, on est à l'époque Kadjar, alors les Français ont eu le patrimoine, les Britanniques ont eu le pétrole. Voilà. En tout cas, ça a été fait dans un cadre juridique donné. On pourra toujours discourir de la légitimité de cette chose-là, mais en tout cas, ce n'est pas un pillage. Et bien sûr, parmi les grands trésors découverts lors de ces fouilles françaises, il y a le Code d'Hammurabi, donc il faut aller au Louvre pour le voir, trouvé en 1901. Et un autre grande personne, un personnage dont je voulais vous parler, le père Jean-Vincent Scheil, l'épigraphiste de la mission, donc celui qui s'occupait des textes, qui a publié le Code d'Hammurabi notamment, très très grand dominicain, très grand chercheur dans notre discipline. Et voilà notamment Salle de Suse, qui est en 1888 au Louvre avec des... quand vous allez au département des Antiquités orientales, donc il y a bien sûr les salles mésopotamiennes, mais les salles iraniennes, 90% des objets dans les salles iraniennes au Louvre, c'est Suse en fait. Bon voilà, quelques fouilleurs dont je passe rapidement. Alors tenez, cette pratique du partage, jusque dans les années 60, là on voit Jean Perrault, ici, qui est le dernier directeur de la mission Pierre Amier, dernier directeur de la mission archéologique française. Jusque dans les années 60, il y avait... Alors,
les Français pouvaient ramener tous les objets en France jusqu'en 1928. 1928, il y a eu un changement. Alors, je crois que Nader pourrait nous en dire plus là-dessus, mais bon, j'espère ne pas dire trop d'erreurs, Nader. Bon, en tout cas, à partir de 1928, il y a eu une remise en cause de cet accord signé dans la fin des années 1890. Mais il y avait toujours cette pratique du partage qui était réalisée entre des lots. Certains allaient venir en France et d'autres restaient en Iran. Bon, dorénavant, lorsque l'on fouille en Iran, ce genre de choses, bien sûr, n'a plus cours. Et puis voilà, dernière photo. Donc c'était une autre époque, bien sûr, l'époque bénie de l'archéologie en Iran, les années 60 et 70, lors de laquelle il y a eu de très nombreuses fouilles. Et là, c'est un des colloques d'archéologie tenus à Suse, et avec, il n'y a que des stars sur la photo. Hein. Pour les archéologues, ceux qui font de l'archéologie, là, c'est voilà, que des stars. Et donc Jean Perrault, j'en parle un petit peu parce que c'est le dernier directeur de la mission de Suse, décédé en 2013. Et puis Pierre Amier, qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qui était un très très grand chercheur et également conservateur au musée du Louvre. Alors, Suse, alors Emmanuel, donc oui Emmanuel Marine, es-tu dans la salle? Emmanuel est parti. Bon, alors en tout cas, pour revenir sur l'histoire de Suse, souvent on dit 6000 ans d'histoire. Maintenant, on pourrait dire 7000 ans d'histoire. Il y a eu récemment des travaux qui ont prouvé que l'occupation de Suse commençait vers 4800 avant Jésus-Christ. Voilà. Donc ce que l'on pensait être des niveaux vierges ne sont pas des niveaux vierges, ce sont des niveaux d'alluvionnement, des couches amenées par la rivière. Et lorsqu'on est allé gratter et taper en dessous, on a trouvé de nouvelles couches archéologiques. Et il y en a encore dessous. Donc ça, c'est les travaux récents de Ahmad. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, qui a pu dater des couches datées vers 4800. Donc on pourrait dorénavant dire 7000 ans d'histoire pour Suse. Alors, je vais commencer par le début du cas. Donc ça va être bête et méchant, chronologique, du plus ancien au plus récent, parmi les 10 objets que j'ai sélectionnés ici à la BNU. Donc je vais commencer par les objets les plus anciens. Alors, premier objet par lequel je vais commencer, ce sont ces deux vases. Donc un gobelet et une coupe. Alors ça, bien sûr, alors je vous ai mis à chaque fois les petites légendes qui accompagnent le livret. Je pense que vous pourrez le trouver à la BNU, ce petit livret qui présente les objets en dépôt ici. Alors ça, c'est bien sûr un type d'objet extrêmement célèbre pour les archéologues, pour ceux qui travaillent en Iran. C'est de la céramique dite Suse 1. Alors vous allez comprendre d'où ça vient, cette histoire de Suse 1. Et on est entre 4200, 3800, bon, on aurait pu même dire 4200, 3700, 3600. On est fin 5e, début 4e millénaire avant Jésus-Christ. Alors voilà, ce qu'on appelle la poterie Suse 1, c'est un type de céramique extrêmement bien connu. On en a ramené toute une flopée. Il y en a pas mal également que l'on peut voir au musée du Louvre. Donc je vais vous montrer quelques autres exemples. Voilà, très belle céramique, pâte claire, décor noir. Et je vais également vous parler du contexte archéologique de découverte, même s'il reste encore un petit peu flou. Donc voilà, quelques-uns de ces gobelets. François Bridet, au conservateur au musée du Louvre, a pas mal travaillé sur ces objets-là. Voilà, quelques autres exemples. Et on a donc la ville, le site de Suse. Alors vous voyez, mes cartes sont un petit peu anciennes parce qu'elles ne prennent pas en compte le fait qu'on a une occupation dès 4800 avant Jésus-Christ. Mais néanmoins, lorsque l'on voit l'évolution de l'occupation de Suse, la plus ancienne occupation est attestée sur le tel de l'Acropole et à la Padana, donc vous voyez 4000-3500. Deuxième moitié, 4e millénaire avant Jésus-Christ, c'est la même chose, mais on pense avoir une petite occupation dans la zone dite du donjon. Suse au 3e millénaire, à Padana, Acropole, on se pose des questions sur la zone de la Padana. Tout le sud de la ville royale est occupé.
Et première moitié deuxième millénaire, c'est là que toute la ville royale est occupée à ce moment-là. Donc on voit l'augmentation de la taille de la ville de Suse. Alors ça, c'est bien sûr en l'état actuel des données, puisque plus on fouillera, peut-être qu'on aura des surprises et peut-être qu'on trouvera sous certaines couches des couches du 3e millénaire avant Jésus-Christ qui n'étaient pas attestées jusqu'alors. Mais en tout cas, en l'état actuel des données, voilà comment on peut reconstituer l'histoire de Suse en termes d'occupation de 4000 à 1800 avant Jésus-Christ à peu près. Alors, on va plutôt se concentrer sur l'acropole, l'hôtel dit de l'acropole. Alors, c'est un plan qui est un petit peu compliqué. Et alors, on a une tranchée qui a été faite par un des membres de l'équipe de Jean Perrault, qui s'appelle Alain Lebrun. Donc, la dernière fouille françaises ont été menées de 1968 à 1978. Elles ont été dirigées par Jean Perrault. Jean Perrault qui est arrivé avec une équipe de jeunes archéologues et qui ont vraiment fait des tranchées beaucoup plus restreintes que les tranchées qui avaient été faites auparavant, mais beaucoup plus fines d'un point de vue de la stratigraphie. Voilà. Et donc, Alain Lebrun a réalisé ce sondage dit de l'acropole 1. Voilà une vue de ce sondage. Alors, je ne sais pas où est Alain Lebrun sur cette photo, hein, mais donc là, vous avez les différents paliers de fouilles. C'est une photo qui a dû être prise dans les années 77-78. Et cette fouille dite de l'acropole 1 est extrêmement importante pour la chronologie, pour la stratigraphie. Souvent, c'est un chantier que l'on appelle la stratigraphie de l'écriture. Vous allez comprendre pourquoi, mais là, on a très bien pu comprendre les différents paliers qui ont mené à l'apparition de l'écriture. Donc, fouille extrêmement importante que tout étudiant en archéologie orientale devrait connaître par cœur. Voilà. Alors, Jean Perrault, Alain Lebrun, vous avez le fameux témoin dit de Jacques de Morgan. C'est un témoin qu'il a laissé pour dire voilà quelle était la hauteur originelle du TP. Donc tout, regardez, c'est là. Donc ça veut dire qu'il a lorsque Jean Perrault est arrivé, les 10 premiers mètres de l'acropole avaient été décaissés par Jacques de Morgan dans les années tout début du XXe siècle. Et donc quand vous marchez à la surface actuelle du site, vous marchez dès le départ sur des couches du 3e millénaire avant Jésus-Christ, parce que tout ce qui était plus récent a été liquidé de manière assez rapide et assez massive par Jacques de Morgan. Jacques de Morgan qui avait une formation d'ingénieur des mines, hein, donc lui ça... très très bon archéologue, grand archéologue, mais il avait fait des calculs sur combien de temps ça allait lui prendre pour raser le TP. Hein, c'était ça l'idée. Tout début du XXe siècle, les archéologues français ils pouvaient travailler certaines journées avec plus de 1000 ouvriers. Hein, bon, c'était des travaux titanesques. Donc forcément, on a trouvé plein d'objets à cette époque-là, mais le contexte précis de découverte de ces objets n'est pas extrêmement bien documenté. Voilà. Bon, mais à l'époque de Jean Perrault, ça n'était plus le cas, donc le fouille de l'acropole 1. Et voilà cette tranchée, cette stratigraphie de l'acropole 1 en 27 couches. On va souvent la voir. Ça, c'est les fouilles de Denis Canal, l'acropole 2, j'en ai moins parlé, mais donc retenez 27 couches. Donc vous voyez très bien le témoin ici. Donc c'est une coupe stratigraphique. Et voilà, les couches 27 à 23, 27, 26, 25, 24, 23, ce sont dans ces couches-là qu'on a trouvé cette céramique dite de Suse, la première période de Suse. Donc la première période de Suse, c'est acropole 1, 27 à 23. La période 2, c'est... alors là c'est l'acropole 2, mais la période 2, c'est de 22 à 17. Et la période 3, c'est de 16 à 14. Voilà, ça c'est des... Bon, pour les gens pour la plupart d'entre vous, ces données ne sont pas intéressantes, mais pour les étudiants, ça c'est à retenir. Hein. 27-23 acropole Suse 1, 22-17 Suse 2 et 16-14 Suse 3. Donc la plupart de la périodisation dont je vais vous parler est basée sur cette stratigraphie réalisée par Alain Lebrun. Alors, en fouillant à l'acropole, les archéologues français se sont rendus compte qu'il y avait une anomalie topographique. C'est-à-dire que ici, dans ce carré, plus ou moins, c'était très bizarre parce que là, au même niveau, ici on avait des trucs du 3e millénaire, là du 3e millénaire, et à la même altitude, ici, il y avait des choses du 4e millénaire avant Jésus-Christ.
Donc les archéologues français se sont dit mais c'est pas possible, il y a une colline artificielle, il y a une colline ici qui fait que des niveaux du 4e millénaire avant Jésus-Christ sont à la même hauteur que des niveaux du 3e en altitude, hein, que des couches du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc ils se sont dit il y a peut-être une colline qui explique qu'on a des niveaux plus anciens mais qui sont à peu près à la même hauteur que des couches plus récentes. Et en fait cette anomalie topographique n'était pas naturelle, c'est une grande construction, la grande terrasse de Suse. Grande terrasse de Suse qui n'a été repérée que partiellement sur sa façade sud. On est vers 3800, 3700 avant Jésus-Christ. On est 1600 ans avant la première ziggourate, vers 2100 et quelques. On est 1000 ans avant la première pyramide en Égypte. Et c'est peut-être la plus ancienne, l'une des plus anciennes constructions monumentales au Proche-Orient. On ne sait pas à quoi ça sert. On ne sait pas à quoi servaient les bâtiments qui ont été retrouvés au sommet. Donc je ne sais pas. On sait qu'elle était décorée par des clous en céramique compris dans la maçonnerie, ça on le sait. Il y avait un mur avec, il y avait le socle et un mur avec un léger fruit légèrement incliné. Donc on sait que ça nécessitait un travail incroyable, mais on ne sait pas à quoi servait ce monument. Donc voilà, ça c'est l'un des vestiges les plus importants de cette première période, dite Suse I. Il reste encore beaucoup de travaux à faire pour en savoir plus sur ce monument-là, hein, bien sûr. Et donc voilà, alors bon là c'est très hypothétique parce que là on n'a pas du tout repéré les côtés ouest, nord et est de cette structure-là. Donc là honnêtement c'est un peu fallacieux là, hein, comme reconstitution. Ça a été repéré partiellement au sud. Là voilà le plan de la grande tranchée de Jacques de Morgan. Et puis également, pas très loin de cette façade sud, de cette grande terrasse, on a trouvé ce que l'on appelle le massif funéraire et peut-être un cimetière donc de Suse I. Alors, bon, il y a eu des travaux d'études récemment de ça, donc c'est peut-être pas vraiment un massif funéraire et c'est peut-être pas vraiment un cimetière. Voilà, donc pour vous dire qu'on ne sait pas grand-chose. Mais par contre, on a trouvé des tombes. Et on a trouvé des tombes à inhumation secondaire. C'est-à-dire que l'on a trouvé... Alors, attendez, je vais vous montrer. Alors là, je passe un peu rapidement là-dessus. Ça, c'est la seule image dont on dispose sur ce millier de tombes, pas une ou deux, hein, sur ce millier de tombes fouillées par les archéologues français. Et qu'est-ce que j'entends par une tombe à inhumation secondaire? C'est-à-dire que l'on n'a retrouvé que le crâne et les os longs dans chacune de ces tombes. C'est-à-dire que le corps était sûrement déposé à un endroit. Je ne sais pas ce qui se passait, on le laissait pourrir, on le décharnait. Bon, en tout cas, et à un moment donné, on récupérait certains des os qu'on allait déposer à un autre endroit. C'est ça ce que ça veut dire inhumation secondaire. Donc ce sont des tombes à inhumation secondaire, et souvent le crâne était déposé dans la coupe et les os longs étaient déposés dans les gobelets. Donc voilà une grande partie du contexte archéologique de ces objets de céramique de type Suse I. Et de toute façon, on le sait, hein, généralement, quels sont les contextes archéologiques dans lesquels on peut trouver des céramiques entières? Ce sont les tombes. C'est les seuls endroits qui ont pu les conserver intactes. Parce que sinon, la céramique, ça se brise et ça ne se conserve pas intact. Donc beaucoup des objets de type, des céramiques de type Suse I, ça vient... donc là, il y a un petit miroir en cuivre. Hein, il y a des objets en cuivre également qui ont été trouvés. Mais ça vient de ces inhumations secondaires trouvées au pied de la terrasse, de la haute terrasse de Suse. Alors, on ne sait pas si c'est un massif funéraire, un cimetière, on ne sait plus trop exactement ce qu'il y a pu avoir. Mais donc, dans ces inhumations secondaires. Voilà, ça c'était pour le premier objet. Donc, deuxième objet, on avance dans le temps. Voilà, donc bulle de scellement et calculi. Alors plutôt peut-être enveloppe scellée. Je vais revenir sur ce qu'est une enveloppe et avec ce que l'on appelle des calculis ou des tokens à l'intérieur. Là, on est dans la deuxième moitié, on est vers 3500, 3400. Oui, ouais, ils ont été prudents, 3500, 2900. Bon, allez, 3500, deuxième moitié du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, donc dorénavant, vous connaissez cette stratigraphie dite de l'Acropole 1 par Alain Lebrun.
Et regardez, il a trouvé dans la couche 20 les premières empreintes de ce cylindre. Et dans la couche 19, ici, il a trouvé des bulles avec ses calculis. Et dans la couche 18, il a trouvé les tablettes numérales. Et dans la couche 16, il a trouvé des tablettes proto-élamites. C'est cette stratigraphie-là qui documente de manière extrêmement précise. Donc 19, bulles et calculis. 18, tablettes numérales. 16, tablettes proto-élamites. Et c'est par cette séquence-là, que l'on comprend très bien comment l'écriture, que l'on comprend raisonnablement bien comment l'écriture s'est développée au Proche-Orient et à Suse notamment. Alors, donc les plus anciennes enveloppes, on peut dire c'est vers 3500 avant Jésus-Christ, ça a été utilisé, on ne sait pas trop jusque quand exactement parce que tout n'est pas très bien daté, allez jusqu'au 3e millénaire, et on sait qu'il y a encore des enveloppes qui sont attestées au 2e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, c'est quoi une enveloppe? Une enveloppe, c'est une galette d'argile. Vous allez mettre des petits jetons à l'intérieur. Vous allez refermer votre galette d'argile. Donc, ça va donner une boule avec des jetons à l'intérieur. Vous allez poser votre seau tout autour. Alors, supposons, je veux envoyer à Kamran 17 ânes. Je vais faire appel au service de Nader. Tiens, Nader, tu emmènes ces 17 ânes à Kamran. Nader, il va escamoter un âne de passage, parce que voilà. Et tu en amènes 16 à Kamran. Kamran va dire, mais il n'y en avait pas 17 au départ, et il n'y a rien qui prouve qu'il y en avait 17 au départ. Prochaine fois, eh bien, je vais te remettre une bulle, une enveloppe, dans laquelle je vais mettre 17 jetons. Je vais la refermer et je vais la sceller. Et donc, Kamran pourra bien savoir combien il y avait de bêtes au départ. Donc, c'est sûrement ce développement de l'écriture. Alors là, on n'est pas encore l'écriture, c'est les prémices de l'écriture. C'est lié au fait, sûrement, que la société devient de plus en plus complexe et on se fait de moins en moins confiance. Voilà, moi, je pense que c'est lié à ça, et notamment l'utilisation des sceaux et des scellements. Donc, c'est essentiellement des documents d'ordre comptable. Ça sert à compter. Alors après, on a une chercheuse qui est spécialisée vraiment, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, qui s'appelle Denise Schmand-Besserat, parce qu'après, elle a fait toute une typologie de ces petits jetons ou calculis. Alors je crois que je vais vous montrer donc voilà, une autre image. Donc vous voyez très bien le fait qu'elles sont scellées. Ça, c'est les empreintes d'un seau-cylindre qui ont été laissées sur ces enveloppes-là. Et vous voyez très bien qu'il y a des jetons de formes différentes. Donc on compte, mais on indique des choses autres que la simple quantité. Alors tout ça est encore très flou, et je pense que ceci restera encore flou encore très longtemps. Et vous avez donc Denis Schmand-Besserat qui... alors quand on trouve des petits jetons dans une enveloppe, oui, ben là c'est sûr, ils ont une fonction comptable, là il n'y a rien à dire. Mais des petits trucs comme ça, on en trouve tout le temps, partout, sur tous les sites du Proche-Orient. Et en fait, Denise Schmand-Besserat, elle a une hypothèse maximaliste, c'est-à-dire que ces petits bidules que l'on trouve sur des sites des 7000, 8000, 9000 avant Jésus-Christ, elle dit dès le départ, ce sont des jetons qui servent à compter. En fait, il n'y a rien qui prouve que ça servait vraiment à compter. À partir du moment où on les trouve dans des enveloppes, là, il y a rien à dire. Donc voilà, Denise Schmand-Besserat, elle a peut-être raison, mais peut-être qu'elle exagère aussi d'un certain côté. En tout cas, voilà, je voulais vous parler de cette chercheuse. Et vous voyez, donc bulle et calculi, voilà, enveloppe et calculi, et niveau 18, donc juste au-dessus, c'est là, donc les bulles et calculi sont toujours utilisés, mais là, dorénavant, il y a donc des tablettes dites numériques ou numérales, et attestées à partir de 3500, 3300, attestées dans cette zone-là. Donc je vous montre quelques images, il n'y en a pas ici à la BNU, mais je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Ce sont des tablettes où il y a marqué 35, 1300, 1317. On a juste une information numérale qui est indiquée, on ne sait pas de quoi on parle, on ne sait pas quel est l'objet impliqué, on ne sait pas si c'est de Kamran vers Nader, de Nader vers François, on ne sait pas. On a juste une information numérale qui est donnée dessus. Et donc vous voyez, on a trouvé ça en Syrie, en Mésopotamie et en Iran. Et ça, c'est grosso modo l'étape d'après. Vous avez la bulle qui contient les jetons. À un moment donné, on va faire des marques numérales sur cette enveloppe. Donc il va y avoir une redondance d'informations avec les marques numérales sur l'enveloppe et ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et à un moment donné, ils vont se dire en fait, on n'a peut-être plus besoin des calculis ou des jetons. On va écraser l'enveloppe et c'est ça qui va donner naissance à la tablette numérale.
Et ça, c'est très bien documenté par la fouille dite de l'Acropole 1 à Suse. Alors, troisième objet. Alors, objet iconique hein, pour ceux qui travaillent sur le 4e millénaire avant Jésus-Christ au Proche-Orient. Alors là, c'est bon, ça ressemble à rien, c'est informe, c'est laid, c'est bon, voilà. L'écuelle, la fameuse écuelle grossière à bord biseauté que l'on trouve vraiment partout. C'est un vestige iconique hein, de cette période dite d'Uruk, ou du moins de la deuxième moitié du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, c'est un type d'objet qui a été trouvé de la Syrie et on en a trouvé dans la vallée de Jiroft, hein, sur quasiment 3000 km de distance. C'est la bouteille de coca de l'époque. Hein, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui a été diffusé à grande échelle, sûrement avec tout un tas d'utilisations et de fonctions différentes hein, selon les lieux, les régions. Parce qu'il y a eu bien sûr des chercheurs qui ont tenté de déterminer à quoi servaient ces écuelles grossières à bord biseauté. Bon, ben, il y a sûrement tout un tas de fonctions selon les sites et les zones. Alors, une diapo un petit peu complexe que vous allez voir régulièrement lors de ma conférence. Ça vous montre, alors, sur la droite, tous les systèmes, alors de 3500 avant Jésus-Christ à 2000 après Jésus-Christ. Donc ça, c'est le temps, la frise, du plus ancien au plus récent. Donc à droite, tous les systèmes d'écriture qui se sont succédés sur le plateau iranien. Depuis le premier, tablette numérale, écriture proto-élamite, jusqu'à l'alphabet arabe et l'utilisation de l'alphabet latin à l'heure actuelle, pour le Finglish, par exemple, pour noter le persan avec l'alphabet latin. Et ici, toute la succession des langues qui sont attestées sur le plateau iranien. Alors, bien sûr, les Iraniens parlent à l'heure actuelle le persan, qui est le descendant du moyen perse, qui est lui-même le descendant du vieux perse. Vieux perse est attesté vers 550, mais on sait qu'il était parlé avant cela. Mais là, on n'a pas les textes pour pouvoir le dire. Et vous voyez très bien que la plus ancienne langue attestée sur le plateau iranien, c'est cette langue dite élamite ou hatamtite. Il n'y a aucun rapport entre ces deux langues. Hein, persan, vieux perse, moyen perse, persan moderne, c'est une langue indo-européenne. L'élamite, hatamtite, c'est un isolat linguistique. Donc je parlais pas mal de cette langue-là, notamment. Alors, voilà, et donc là, nous parlons donc de cette écriture dite proto-élamite, ou proto-iranienne ancienne, donc que je date entre 3300 et 3000 avant Jésus-Christ, contemporaine du proto-cuneiforme. Et je vous rappelle que donc, cette écriture-là a été trouvée, donc on a bel et bien cette succession, niveau 19, alors là je me suis trompé, c'est niveau 19 pour les bulles et calculi, niveau 18 pour les tablettes numérales, niveau 16 pour les premières tablettes proto-élamites. Donc on voit très bien cette succession, cette stratigraphie de l'écriture, hein, le chantier d'Alain Lebrun à Suse. Alors, bon, je ne parle pas trop de celle-là parce qu'elle n'est pas intacte, hein, elle est fragmentaire. C'est souvent le lot de beaucoup des documents proto-élamites. Par contre, je vais détailler un peu ce document qui est complet. Alors, bon, je ne vais pas faire le test pour voir si vous avez retenu ce que j'ai dit il y a 2 ans, mais bon, alors, ça marche comment? Une introduction en vert, on ne sait pas à quoi ça correspond. De quel objet on parle dans cette tablette? Manifestement, on parle de cet objet-là, en bleu. Par les comparaisons peut-être fallacieuses avec l'écriture proto-cuneiforme, ça a l'air de ressembler au signe proto-cuneiforme oudou. C'est pour ça qu'on pense que c'est un signe qui note les moutons. S'il faut, on a complètement tort. Bref, possiblement, on parle d'animaux. C'est ce signe-là. Et donc, chaque signe qui correspond à un objet, peut-être un animal, est suivi par une notation dite numérale, donc en mauve. Alors regardez, ça se lit comme ça, de la droite vers la gauche, du haut vers le bas. Cette séquence numérale correspond à ce signe-là. Okay. Et ici, on a les notations numérales ici sont des notations numérales dans le système décimal. Plus ancienne attestation du système décimal au monde dans l'écriture proto-élamite. Il n'est pas attesté dans l'écriture proto-cuneiforme. Donc c'est très simple, l'encoche c'est 1, le rond c'est 10. Et donc là, vous pouvez compter. Cameron, à ton avis, il y a combien là? Ouais,
Bravo, camarade. Donc, vous avez ici, donc 22, alors on va dire moutons, 22 moutons, 9 moutons, 18 moutons, 16 moutons. Et le total, ça marche bien, c'est bel et bien 65 moutons. Bon, voilà, donc une introduction, un objet qui est dénombré. Bon, et il reste quelques signes encore à expliquer. Alors là, le contraste c'est plus évident, mais on a cette séquence ici. Alors là, je pense que ces signes-là, ça peut être une qualification du signe du mouton, ici. Peut-être un mouton de type bidule chouette, voilà. Je reviendrai sur ces deux séquences-là. Et puis, on a ce petit carré, ici, en jaune, qui fait, que l'on voit sur d'autres tablettes, qui est très souvent utilisé pour dissocier les différentes entrées dans ces tablettes numérales. Voilà. Donc voilà, donc je ne peux pas vous lire la tablette, mais on a compris qu'on compte des choses, on a compris le système numéral. L'introduction, je ne suis pas extrêmement optimiste quant à notre compréhension de l'introduction, et puis je vous avais dit il y a 2 ans que je travaille sur ces séquences de signes là. Et donc voilà, donc on a l'introduction, première entrée, deuxième entrée, troisième entrée, 4. Donc on a 4 entrées, introduction, 4 entrées, le total au revers. Alors on revient sur ces 2 séquences de signes, vous voyez très bien que les signes sont répétés. Alors les voilà, et donc peut-être je vous avais dit il y a 2 ans que j'essaie d'utiliser ma connaissance de l'écriture dite élamite linéaire, l'écriture élamite linéaire dont j'ai pu faire le déchiffrement. Je pense que c'est juste la version récente de l'écriture proto-élamite. Donc proto-élamite et élamite linéaire ne sont pas 2 systèmes d'écriture différents, mais un même système d'écriture à 2 moments distincts de son histoire. Et j'essaie d'utiliser ma connaissance de la version récente de cette écriture, l'élamite linéaire, pour essayer de remonter à rebours vers les textes proto-élamites. S'il faut, je fais de l'anachronisme complet et je vais droit dans le mur. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. S'il faut faire des hypothèses dans la vie, sinon on n'avance pas. Alors, ça se lit de droite à gauche. Donc vous voyez très bien que c'est les mêmes séquences. La précédée ici une fois de nouveau, par comparaison par le proto-cuniforme, on pense que ça pourrait pouvoir noter esclave mâle, esclave homme. Bon, on ne sait pas trop. Alors ce signe-là, eh bien, c'est le signe qui est lu là, en élamite linéaire. OK ? Le deuxième signe. Alors, je regarde ma grille. Là, je ne suis pas sûr de moi. Je suis pas sûr de moi, mais ça pourrait correspondre au signe tout. Et le signe tout, qui en fait, il y a toutes ces variantes graphiques qui sont attestées pour le signe tout. Donc, il y a un losange avec un truc dedans. Ça pourrait donc correspondre au signe tout. Je ne suis pas sûr de moi. Et peut-être un dernier indice qui peut indiquer que ça doit bien se lire tout, c'est le dernier signe ici. Et ce dernier signe ici, c'est le signe OU. Donc ici, si j'applique de manière bête et méchante les valeurs phonétiques que j'ai pu déterminer pour l'élamite linéaire, ça se lit là, tout, OU. Et ça correspond très souvent à un phénomène que l'on observe dans les séquences proto-élamites, c'est qu'à la fin, vous avez un signe qui note une voyelle qui va prolonger la valeur vocalique du signe syllabique avant. La, tout, ata, haché. Je ne sais pas à quoi correspond ce phénomène-là, mais souvent j'observe ça, et c'est pour ça, ça me fait dire que c'est sûrement le signe tout, parce que c'est prolongé par le signe ou. Voilà. Je n'en dis pas plus, mais voilà peut-être comment il faut lire ceci, et ça pourrait peut-être correspondre à la notation de nom propre. Il y a peut-être quelqu'un qui s'appelle Latou, voilà, dans ces tablettes dites proto-élamites. Allez, on va basculer vers le 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors là, ça j'aime beaucoup ça. C'est un vase, alors en chlorite, on va appeler ça, trouvé à Suse. Alors trouvé à Suse, mais absolument pas produit à Suse, comme vous allez le voir. Alors là, c'est donc c'est de la chlorite, c'est une roche métamorphique, sorte de schiste, c'est une pierre très tendre qui se travaille très très facilement. Et c'est un type d'objet, donc ces vases en chlorite très très bien connus pour nous les archéologues qui travaillons au 3e millénaire avant Jésus-Christ. C'est un type d'objet, donc des vases en chlorite
que l'on connaît depuis Mari et la Mésopotamie jusqu'à l'Iran. Et donc on en a trouvé quelques-uns à Suse. Et jusqu'à jusqu'à il y a 20 ans, on appelait ça le style interculturel parce qu'on ne savait pas exactement d'où ça venait. Et depuis 20 ans, 15 ans, on sait maintenant d'où ça vient. Ça vient de Giroft. Donc on ne parle plus de style interculturel, on parle de style de Giroft. Donc là, je vais vous parler un petit peu, on va aller de Suse, on va aller parler de Giroft. Donc on est dans la province de Kerman à l'heure actuelle en Iran. Alors, quelques objets en chlorite trouvés en Mésopotamie, principalement dans des temples. En Mésopotamie, c'était sûrement ce qu'on appelle des exotica, des objets exotiques pour les Mésopotamiens, qui étaient venus par le commerce, le pillage, le butin, bon bref, par différents moyens. Et souvent déposés dans les temples. Voilà quelques-uns de ces objets. Là, on est dans les tombes royales d'Our, autre dossier extrêmement bien connu au Proche-Orient. Et donc, laissons la Mésopotamie de côté, allons vers l'Iran, allons vers Giroft. Donc, Giroft, c'est région super intéressante. C'est cette vallée, on est à 700 mètres de haut à peu près, entouré par des montagnes à plus de 4000 mètres de haut. La rivière, vous allez la voir, c'est le Halil qui se jette dans le bassin du Jazmorian. Jazmorian, alors Géraldine, où es-tu Géraldine ? Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, le Jazmorian. En fait, c'est un lac. Le Jazmorian. Donc, bon, malheureusement, à cause des changements climatiques, c'est vraiment pelé à l'heure actuelle, alimenté par la Bampour et le Halil ici. Mais comme par hasard, lorsqu'on se balade ici, c'est truffé de sites archéologiques et tout reste encore à faire. Aucun n'a été fouillé. Là, c'est incroyable. Là, il y a un truc énorme. Et sûrement des sites archéologiques qui étaient placés autour d'un lac. Voilà. Bon, alors, on laisse le Jazmorian et on va du côté de Giroft. Bon, je passe rapidement. Peut-être que je serai réinvité dans 2 ans pour pas le dire. Mais bref. Voilà, j'ai fouillé là-bas. Je fouille là-bas depuis 2006. C'est pour ça que je connais bien cette zone. Et on va, juste pour vous dire un petit peu le contexte de découverte à Giroft, je vais vous parler notamment du site de Matutabad, cimetière du 3e millénaire avant Jésus-Christ, coupé par la rivière le Halil, coupé en deux par le Halil qui est sorti de son cours en 2001. Et il y a eu des pillages, parce que les gens se sont rendus compte les gens se sont rendus compte qu'ils habitaient sur un trésor. Lorsqu'ils ont vu que la rivière était sortie de son cours et avait endommagé des cimetières du 3e millénaire avant Jésus-Christ, il y a eu de nombreux pillages et on a tous ces objets-là qui sont sortis 2001, 2002, 2003, des objets en chlorite. C'est sûrement des objets qui viennent de contextes funéraires. Un art, point de vue artistique, là, c'est vraiment exceptionnel. Souvent des objets avec des incrustations de pierres de couleur, calcaire. Bon, il y aurait plein de choses à dire, bien sûr, sur cet art de Giroft. Et voilà le site de Matutabad avec Massimo Vidale, mon collègue Massimo Vidale. On y a travaillé de 2007 à 2009. Et voilà à quoi ressemblait Matutabad en 2001, vu du haut. Tous ces petits points-là sont des puits laissés par les fouilleurs clandestins. Voilà, donc voilà, c'est le site. Alors c'est l'un des sites, c'est pas le seul à avoir été pillé intensivement comme cela. Voilà, quelques photos prises là, on est dans 2005-2006. Donc ça c'est les puits. Alors après c'est vrai que c'était chouette parce qu'on pouvait aller vérifier la stratigraphie très rapidement. Voilà, on avait à nettoyer les puits et on voyait la stratigraphie très rapidement. Voilà, et donc fouille à Matutabad, on fouillait entre les puits. Voilà, donc là vous voyez très bien les puits laissés par. Et des fois il y avait des puits, ça formait des tunnels. Bon voilà. Bon, il y avait des couches encore intactes quand même, mais mine de rien, mais ça vous montre un petit peu le quotidien de l'archéologie, on va dire ça comme ça. On a tamisé aussi les déblais laissés par les... Parce qu'à côté de chaque puits, il y avait les déblais laissés par les pilleurs. On a tamisé, on a trouvé des perles en lapis lazuli, des fragments de vase en chlorite, on a trouvé des perles en or. Des perles en or laissées par des pilleurs. Ce qui peut vous indiquer... Ouais, ce qui peut indiquer qu'il y avait quand même pas mal de beaux objets dans ces tombes-là. Donc principalement, on est entre 2500 et 2200 avant Jésus-Christ à Matutabad pour le cimetière. Et voilà. Alors malheureusement, tous les photos d'objets en chlorite que je vous montre, aucun ne vient de fouilles régulières. C'est tous issus des confiscations par la police 2004, 2005, 2006.
Voilà, malheureusement, parce qu'on n'a pu trouver qu'une seule tombe intacte à Jiroft, à Matutaban. Bon, il faudrait fouiller plus, on en trouverait d'autres. Mais bon, voilà. Donc, s'il faut, voilà, dès qu'on a des objets qui ne viennent pas de fouilles régulières, alors là, il y a un warning, il y a peut-être des faux. Il y a peut-être des faux parmi les objets que je vous montre. Et on le sait que certains des objets en chlorite n'étaient pas décorés, donc l'objet est authentique, mais le décor est rajouté par des gens récemment pour augmenter la valeur marchande. Donc l'objet est authentique, mais le décor est faux. Bon, bref, il y a des superbes représentations architecturales. Et alors, au départ, on se disait, oui, c'est des objets qui viennent des tombes, donc contexte funéraire. C'est sûrement plus complexe que ça. Généralement, je reviens sur cette idée que les objets complets, généralement, ils viennent des tombes, parce que c'est des contextes clos. C'est les tombes qui permettent de préserver ce type d'objet. Mais c'est pas parce que... Voilà, il ne faut pas partir tout de suite de la conclusion, ce sont des objets qui ont été faits pour être déposés expressément dans les tombes. Je pense que c'était des objets du quotidien et certains d'entre eux ont été déposés dans les tombes. Il faut se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils contenaient. Des liquides, est-ce que c'est des liquides, des huiles, ce genre de choses qui pouvaient rentrer peut-être dans des rituels funéraires, mais c'est sûrement tout d'abord des objets de la vie du quotidien. Voilà. Alors voilà, ça c'est des pilleurs qui m'ont envoyé ces photos il n'y a pas très longtemps. On continue à piller. On ne peut pas contrôler toute la zone, bien sûr. Ça, ce sont des tables de jeu. Là, vous enlevez les 3 vases cylindriques dessus. Ce sont des tables. Voilà, on ne connaît pas vraiment les règles de ce jeu-là, mais des tables sûrement des jeux avec des pions. Bon, et tenez, si vous voulez vous acheter ce que je vous déconseille, si vous voulez vous acheter un petit objet en chlorite, eh bien, il faudra que vous dépensez entre 28 000 et 42 000 euros pour cet objet-là. Et alors, toujours très rigolo, la provenance. Alors moi, c'est toujours ce qui me fait marrer. C'est provenance. Alors, à chaque fois, ça a été acquis avant 1970. Chaque fois, ça a été sorti avant 1970. C'est incroyable. Bon, je ne sais pas qui ça trompe personne. Alors, au Louvre, il y a des objets en chlorite dans les salles iraniennes, acquisition 2003, acquisition 2004. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Bon, bref. Et puis alors celui-là moins cher, voilà, 3 000 $ pour celui-là. Et donc voilà, provenance, un gentleman iranien acquis dans les années 60-70. Bon, forcément, ça a été acquis il y a très longtemps, donc c'était avant la loi sur l'exportation des biens culturels. Ouais, bref, c'est des objets qui ont été pillés à partir de 2001 dans la région de Jiroft. Bon, et alors tenez, impact de ça à Jiroft même, parce que les Jiroftis ont vu que c'était le siège d'une grande civilisation ici à Jiroft. À chaque fois qu'on fait une conférence à Jiroft, la première question, peu importe ce que l'on dit à la fin, c'est qui étaient les premiers, nous ou les Mésopotamiens. Et on leur dit, c'est compliqué, ça dépend de quoi on parle, vous êtes contemporain. Bon, bref. Et tout ça pour vous dire l'impact que ça a eu sur la région. Alors là, on glose souvent sur la décoration des ronds-points en France. Regardez la manière dont certains de ces ronds-points ont été décorés en ville. Alors, c'est pas en chlorite, c'est des versions en béton. Mais donc, on reprend ces vases en chlorite qui sont présents au quotidien dans la ville. Voilà, on a des peintures, des graffitis comme ça je trouve assez intéressant la manière de se réapproprier ces motifs-là, parce que ça donne une vraie identité culturelle. C'est une petite ville de province, Et souvent, quand je disais à Téhéran, je vais fouiller à Jiroft, les gens de Téhéran disaient mais c'est des fous, à Jiroft, ça n'y va pas. Donc bon, ils sont très fiers de ça. Bon, ils avaient plein d'idées complètement à côté de la plaque, mais ils sont très très fiers de leur patrimoine. Ils ont fait construire un petit musée avec les pilleurs qui avaient été chopés en train de piller. Donc je trouve que l'idée est assez de réinsertion est très intéressante. Voilà, donc le petit musée est toujours là, petit musée de Jiroft. Et puis voilà, petit musée où c'est le principal musée qui présente cet artisanat des vases en chlorite de Jiroft. Donc là, c'était une classe de petites filles. J'ai dû prendre la photo en 2016 ou 2017. Donc vous voyez très bien ces objets dans les vitrines.
Alors tenez, alors là c'est plutôt pour les étudiants. Voilà bon, je connais bien cet artisanat-là. Voilà le plus bel objet de cet artisanat-là qui m'était donné de voir. Il est malheureusement au musée Mio, au Japon, près de Kyoto. Je date du XXIIIe siècle à cause de comparaison avec l'art d'époque de l'Empire d'Akkad en Mésopotamie. Et voilà le motif dessus. Et puis n'hésitez pas à lire mon article, les étudiants, là, parce que je trouve qu'il n'est pas assez cité. Donc, alors que j'ai un article qui est quand même plutôt chouette, je suis assez content de cet article-là. Donc n'hésitez pas à le lire. The Marashian Two-Faced God, New Insights in the Iconographic and Religious Landscapes of the Holyrood Valley Civilization and Phenomenon. Bon, bref, il est assez long l'article, le titre de l'article, mais n'hésitez pas à le lire. Voilà. Vous pouvez trouver ça sur academia.edu. Alors, je reviens sur cet objet. Je vous rappelle, je parlais de cet objet-là au départ. Cet objet présent ici, alors trouvé à Suse, mais bon, il a été exporté de Girofle vers Suse. Et cet objet, en fait, au départ, c'est sûrement pas que ça. Cet objet a sûrement été scié. Cette forme-là n'existe pas. Et il faudrait que je l'examine, mais je mettrai ma main à couper pour le coup que cet objet, donc c'est un vase tronconique, a été scié à peu près à ce niveau-là. Donc cet objet a été réutilisé, je ne sais pas pourquoi, à Suse ou ailleurs, mais la forme originelle, c'était ça. Et alors à quoi ça servait à Girofle, à quoi ça servait à Suse, je ne pourrais pas vous le dire, bien sûr, il n'y a sûrement rien qui reste à l'intérieur, mais à 99% de chances que la forme complète, c'était ceci. Voilà. Donc là, ça, je suis plus ou moins sûr là-dessus. Et on est entre 2700 et 2200 avant Jésus-Christ, à peu près. Alors, voilà. Alors là, un autre dossier. Alors, je vais faire passer. Alors, j'étais très content quand j'ai trouvé qu'il y avait cet objet-là. Ici, à Strasbourg. Alors, je vais faire passer ce bloc ici. Donc, il s'appelle Revient, le bloc. Tenez, je vous le remets, faites-le passer. Voilà, c'est un bloc d'origine naturelle. Là, c'est un bloc naturel, mais on va parler de cette pierre-là maintenant. Alors, vase caréné, fouillé à Suse, datation fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, point d'interrogation. Et donc, on nous parle d'un calcaire à polypier. Bon, très bien. Alors, là, il y a des choses à dire, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette matière-là. C'est une matière exceptionnelle, comme vous pouvez le voir. Et notamment, avec mon collègue Massimo, on travaille sur ce calcaire corallien. Et le corail s'appelle du Wagenophyllum. Et je vais vous introduire une nouvelle matière pour laquelle on peut documenter assez bien le commerce au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, on sait très bien qu'il y a la chlorite qui a été entre autres exportée de Girofle vers la Mésopotamie. On sait très bien qu'il y a le lapis lazuli du Badakhshan qui est allé également vers l'ouest. Et donc, autre dossier d'objets qui ont été exportés, de matières qui ont été exportées, ce calcaire corallien. Et nous allons, donc on va un peu plus vers le nord, on va du côté de Shahadad, un petit peu au nord de Girofle, ici, en bordure du désert du Lout. Alors Shahadad, site incroyable, le paysage est fabuleux à Shahadad. Et c'est ici que l'aventure a commencé en 2009. Alors je tiens juste à faire une petite parenthèse et vous parler de mon collègue italien Massimo Vidale, parce que c'est à Shahadad que Massimo, vous voyez ici, c'est un ami, donc forcément je vais l'enjoliver, mais c'est le plus grand archéologue qui m'était donné de rencontrer. Il s'appelle Massimo Vidale, il est prof à Padoue. Et en 2009, il m'a donné une grande leçon en nous baladant sur le site de Shahadad. Alors, Shahadad, le désert du Lout est là, les montagnes sont là. Shahadad, c'est la zone de Piémont. Là, vous avez l'oasis actuelle de Shahadad. Voilà, autre image, le désert, la montagne, l'oasis à l'heure actuelle. Désert du Lout, c'est juste un désert incroyable. J'espère que vous pourrez y retourner le plus rapidement possible et visiter cet endroit qui est à couper le souffle, avec les montagnes au loin. Et Shahadad, ce qui est très intéressant, vous avez la ville moderne ici, site sassanide ici, site du 3e millénaire avant Jésus-Christ ici, site du 5e millénaire avant Jésus-Christ ici. On a
un déplacement de l'occupation du plus ancien vers le plus récent. Très, 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 très intéressant, ça, ce changement d'occupation. Et le cimetière de Shahada du 3e millénaire a été trouvé dans cette zone-là. Et donc, voilà, vue vers les montagnes. En 2009, en nous baladant avec Massimo, alors Shahadad, c'est en bordure du désert du Lout. Le désert du Lout, on a ces terrasses dans le désert qui sont sculptées par un vent qui souffle 24 heures sur 24. Shahadad, vous avez du vent qui souffle 24 heures sur 24. Ce vent qui est en train, à l'heure où je vous parle, de continuer à fouiller, dégrader, détruire le site de Shahadad. Et lorsque vous baladez à Shahadad, vous voyez des vases du 3e millénaire avant Jésus-Christ, juste là sous vos pieds. Donc le vent est en train de fouiller pour vous. Okay, et donc vous avez un nombre incroyable d'objets qui sont visibles sans fouiller en fait. Hein. Donc voilà, pour Jean-Jacques, la prospection magnétique à Shahadad, là il y a un truc incroyable. Parce qu'il n'y a même pas 20-30 cm qui séparent des niveaux archéologiques. Hein. Et en nous baladant à Shahadad avec Massimo, on trouve plein de choses, des fragments de perles en cornaline, des forêts pour retailler des perles, des scories métalliques, plein de trucs. Et puis, alors, et voilà, donc la grande leçon de Massimo, moi si j'étais allé à Shahadad sans Massimo, je serais passé complètement à côté de cette pierre en me disant, bon ok, cette pierre-là. Et ce jour-là, à Shahadad, Massimo a pris cette pierre-là et a dit, tiens, c'est étonnant, je n'ai jamais rien lu à ce sujet-là. Il faut faire un truc autour de cette pierre-là. Et là, pour moi, ça a été une grande leçon parce que c'est par la connaissance que l'on sait ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Et je serais littéralement passé à côté de ça s'il n'avait pas été là. Donc là, pour moi, ce jour-là, ça a été une très très grande leçon. Et donc, avec Massimo, on a commencé à travailler sur cette pierre-là. Donc on a récupéré certains des fruits des prospections. Donc vous repérez très très bien cette pierre. Et puis Ali Hakemi avait trouvé des objets dans cette matière-là dans des tombes du 3e millénaire à Shahadad. Et puis on a continué à regarder. On en a trouvé également en Mésopotamie. Inscription, alors le vase vient sûrement de la région de Shahadad, inscription de Urbo, donc on est à Lagash, on est au 22e siècle avant Jésus-Christ, donc avec une inscription cunéiforme, Urbo, comme vous voulez. Et puis on a pu trouver dans les réserves du Louvre cet objet-là, voilà, que on a pu étudier avec la permission de Madame André Salvini. Sûrement une assiette, un grand plat, décoré de lions. Ça devait être un bel objet. Regardez, ça devait être un plat de 30-40 cm de diamètre. Donc vous imaginez la taille du bloc qui a dû être ramené. Là, on est du côté de Girsou, c'est dans le sud de l'Irak. Tello, l'ancienne Girsou ou Tello. Et donc, on est à l'époque de Gudea de Lagash, on est au 22e siècle avant Jésus-Christ. Et ce qui est assez intéressant, la deuxième dynastie de Lagash, manifestement, appréciait beaucoup cette matière-là, puisqu'on a pas mal d'objets dans cette matière-là à Lagash ou à Girsou au 22e siècle avant Jésus-Christ. Et on a donc publié ça. Voilà, il y a cet article de 2016 où on commence à parler de cette matière-là. Et on est toujours en train de travailler à l'article général sur cette matière avec Massimo. Et voilà la carte où j'ai pu mettre tous les points sur lesquels des objets dans cette matière-là ont été trouvés. Ce qui est assez intéressant, on en a en Mésopotamie, on a dans le sud-est de l'Iran, on n'a quasiment rien entre. Là, maintenant, il faudrait que je rajoute un point à Suse, parce que je ne connaissais pas l'objet qui est exposé ici. Donc, il faudrait que je rajoute ce point-là à Suse. Mais tout ça pour dire qu'on a quand même un trou entre les deux, et sûrement le commerce ne se faisait pas par voie terrestre, mais par voie maritime, avec un golfe Persique qui devait être un petit peu comme une Méditerranée du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ et qui servait de commerce. Il y a eu un épigraphiste qui s'appelle Piotr Steinkeller qui parlait d'autoroute commerciale et moi j'aime beaucoup cette métaphore. Alors, on a pris des fragments, on a fait des tests, donc c'est du calcaire, voilà.
mais du calcaire avec, comme vous voyez le bloc qui est en train de passer, il est bizarre ce calcaire quand même, et c'est un calcaire corallien. On a remis ça, alors là c'est travaux des paléontologues, on a remis ça à des paléontologues, et ils nous ont dit, ce calcaire, ces coraux compris dans ce calcaire, c'est du Wagenophyllum, donc c'est du nom du savant allemand qui a décrit ça au 19e siècle. Donc voilà à quoi ça ressemble, ces colonies de coraux. Voilà à quoi ça ressemble. Ça ressemblait. Et ce Wagenophyllum vivait il y a 250 millions d'années. Donc à l'époque permienne, l'Iran était sous les eaux. L'Iran n'existait pas encore à cette époque-là. Voilà un fond marin, une idée de reconstitution du fond marin. Donc les paléontologues ont très bien pu dater l'organisme vivant, le fossile de l'organisme vivant. Et après, bon, je passe rapidement là-dessus, sur la géologie. Après, donc on s'est dit, bon, on sait que c'est un calcaire corallien, que le corail vivait à l'époque permienne. Où est-ce que les artisans qui ont travaillé à Shahdad ont pu trouver cette matière-là? Et donc, donc Shahdad est ici. Voilà la carte géologique de Shahdad. Shahdad est là, le désert est là, les montagnes sont là. Et grosso modo, c'était relativement facile. Avec les géologues iraniens, on s'est dit où sont les plus proches gisements, affleurements d'époque permienne. Parce que au 3e millénaire, ils n'étaient pas capables de percer des galeries de 100 mètres de profondeur. Il fallait forcément que ça affleure. Et bien justement, on a ici des affleurements d'époque permienne. On est à, on est à 40-50 km, c'est les plus proches, d'après la carte géologique, les plus proches de Shahdad. Il y a une rivière qui coule comme ça, parce que c'est des blocs qui ont pu être trouvés soit à l'affleurement même, ou soit dans la rivière qui va venir faire rouler les blocs de la montagne. Et donc, en 2019, avec 2 géologues de la province de Kerman, on est allé faire un tour dans cette zone-là. C'était une super journée. Et voilà. On trouve bel et bien ces blocs de calcaire corallien. Là, alors généralement, j'en parle parce que généralement, ça n'arrive jamais. On prévoit, oui, d'après la science, on va trouver ça à tel endroit, et en fait, ça n'arrive jamais que ça se concrétise. Là, ça marche. Voilà. Donc, on a bel et bien trouvé la provenance de ces blocs-là. Donc là, tous les éléments de la chaîne opératoire, de l'acquisition de la matière jusqu'au lieu de dépôt final, ont pu être reconstitués avec cette matière qui est quand même assez exceptionnelle. Voilà. Bon, ça c'était pour le vase en calcaire corallien, donc de Suse. Alors bon, maintenant on va parler du 7e objet. L'inscription en élamite linéaire en dépôt ici à Strasbourg. Alors je ne reviens pas sur les histoires de déchiffrement d'écriture élamite linéaire. Voilà. Alors, on sait qu'au 3e millénaire, fin 4e millénaire en Jésus-Christ, dans cette zone-là, était utilisée l'écriture, la phase ancienne de l'écriture proto-iranienne, ou les tablettes proto-élamites. Cette zone-là est abandonnée vers 2900. Cette zone-là, donc il n'y a plus rien dans cette zone-là, on n'a plus d'occupation sédentaire à partir de 2900. Cette zone-là est très floue, mais on a l'occupation urbaine, sédentaire et lourdement impactée début du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc finalement, qu'est-ce qu'il reste en occupation urbaine dans cette zone-là au 3e millénaire avant Jésus-Christ? La région de Suse, et la région de Jiroft et de Kerman et de Shahdad dont je vous parlais. Donc il y a 2 îlots qui vont rester de cette tradition scribale mésopotamienne. Et c'est là que vont prendre forme ces versions récentes de l'écriture élamite de l'Ouest et l'écriture élamite linéaire de l'Est, ici. Alors, on a cette écriture et un élément linéaire qui est attesté donc, dans toute cette moitié sud de l'Iran. Vous avez les sites où cette écriture-là a été trouvée. Alors tout ça pour vous dire que vers 2500 avant Jésus-Christ, on a 3 systèmes d'écriture complètement différents au Proche-Orient à ce moment-là. Le cunéiforme, l'écriture de l'Indus qui n'est toujours pas déchiffrée. C'est le dernier système du 3e millénaire avant Jésus-Christ qui reste à déchiffrer. Il y a une récompense d'1 million de dollars. Voilà.
Il n'y en avait pas pour le déchiffrement de l'élamites linéaires, malheureusement. Et donc, l'élamites linéaires. Alors, ce qui est assez intéressant, on a une grande diversité des traditions scribales vers 2500. Et vers 1900 avant Jésus-Christ, il ne restera plus que l'écriture cuniforme. Donc, la diversité des écritures, c'est fortement restreinte. L'âge des possibles, c'est clos avec vers 1900 avant Jésus-Christ. Bon. Alors, on a 45 textes en élamite linéaire. Allez faire un tour au Louvre. Donc là, vous avez les salles mésopotamiennes au Louvre. Les salles iraniennes sont ici. Et on en a au Louvre, toutes les inscriptions trouvées à Suse sont au Louvre. Et il y en a une ici à Strasbourg. Donc il y en a 18 au Louvre et une à Strasbourg. Mais bon, ça fait 42% des inscriptions qui sont en France quand même. Elles viennent toutes de Suse, donc voilà la salle au Louvre où elles sont présentées. Et notamment, beaucoup de ces inscriptions en élamite linéaire, en écriture élamite linéaire trouvées à Suse, ce sont des inscriptions du roi Puzur-Sushinak. On sait qu'il a régné vers 2150-2120 avant Jésus-Christ. Il est contemporain de Gudea de Lagash, d'Urnamur-Dur. Donc pour les étudiants, on est donc deuxième moitié 22e siècle avant Jésus-Christ. Alors c'est pas Puzur-in-Sushinak, c'est pas Kutik-in-Sushinak, c'est Puzur-Sushinak. J'aimerais bien, faites attention à ça. On peut lire correctement son prénom, son nom maintenant. Alors, on a plein de monuments en élamite linéaire laissés par Puzur-Sushinak. Bon, voilà quelques monuments. Alors, manifestement, la fin de règne de Puzur-Sushinak s'est mal passée, puisque, comme vous le voyez, on a plein de statues de ce souverain, mais aucune dont la tête est encore en place. Donc, manifestement, ça ne s'est pas très bien passé, et moi, je suspecte fortement le fondateur de la troisième dynastie d'Ur, Ur-Nama, lorsqu'il a conquis Suse, il y a dû y avoir... on a dû effacer l'histoire. Hein, on a dû on a vandalisé les monuments de Puzur-Sushinak. Bon, voilà certains de ces monuments. Ça, c'est une statue de déesse. Hein, c'est pas une statue de... Mais la tête a été retrouvée à un autre endroit et on a pu faire le recollement dans les années 1960. Hein. Même la statue de la déesse avait été décapitée. Alors, la grille phonétique qui correspond au déchiffrement de l'écriture élamite linéaire, je ne rentre pas dans le détail. Sur Internet, il y a plein d'informations sur le déchiffrement de l'élamite linéaire. Et donc, j'en viens à l'inscription de Strasbourg. Comme vous voyez, on a 3 dalles de pierre. Alors avant, on les appelait par les lettres de l'alphabet, mais maintenant, je les appelle par des chiffres. Donc F ou 6, G ou 7, H ou l'inscription numéro 8. À Strasbourg, c'est l'inscription H, ou la 8e, inscription d'élamite linéaire que vous avez là. Et ce sont les mêmes textes. Ce sont les mêmes textes qui sont répétés. Les inscriptions sont en très mauvaise condition. Elles sont effacées, rodées, elles sont extrêmement mal conservées. Et donc, en fait, c'est une très bonne chose qu'il y ait le même texte répété sur les 3 inscriptions parce qu'on permet... là, il y a un passage qui n'est pas bien écrit, effacé. Donc, on peut le reconstituer avec sur le tel texte. Bon, bref, ça permet de reconstituer ce texte-là. Voilà. Alors, on va faire maintenant un petit peu de langue élamite. Alors, comment doit-on lire ce texte-là? Alors, c'est écrit de droite à gauche. Là, je vous l'ai écrit de gauche à droite. Vous avez les signes, la translittération et maintenant la tentative de reconstitution vraiment du texte tel qu'il devait être prononcé. Puzur-Sushinak zemt awanir kushik simpishrukir. Ce qui veut dire Puzur-Sushinak, le roi d'Awan, celui, alors ça c'est très bizarre, il n'y a pas marqué le fils de Shimpishrouk, celui engendré. C'est une manière très bizarre en élamite pour désigner la filiation. Le mot pour fils en élamite c'est shak. Mais là, manifestement, ils n'ont pas dit, ils ont dit kushik, qui est un participe passé, un verbe participe passé. Bon bref, celui engendré par Shimpishrouk, c'est le nom de son père. Voilà. Insushinak ir Hanesh, c'est parce que Insushinak, le dieu Insushinak, l'aime. Uposhan lavliere limash, donc alors Uposhan, c'est le nom d'un endroit, je ne sais pas si c'est une région, si c'est une ville, parce que, alors c'est moi qui rajoute les parce que, les donc, pour essayer de donner du sens au texte. Hein. Comme Insushinak ir
ça fait référence à Pusur-Sushinak, l'aime, ça c'est le verbe. Alors, il a pu brûler, l'image c'est il a brûlé, Uposhan. Là, on a sûrement un qualificatif de Uposhan, donc peut-être un adjectif. Bon, voilà, c'est pour ça que je le laisse avec 3 petits points ici. Donc c'est ça le but de cette inscription, ça nous parle d'Uposhan. Il l'a patra ir rapash, il l'a asservi sous lui. En noir, c'est les verbes à chaque fois. Ir petrash, petra, nouveau verbe en langue élamite que l'on ne connaissait pas avant. Et donc, on fait ce que l'on peut en langue élamite. Alors là, il a brûlé, il a servi, il a... alors bon, il lui a présenté, mais c'est pas le verbe donner. Bon bref, quand on met une traduction où c'est en italique, ça veut dire qu'on n'est pas sûr. Mais c'est un nouveau verbe. Voilà. C'est un verbe, ça c'est clair. Et à la fin, donc ir petrash, on s'arrête là. Et la fin, formule de malédiction, akara petinra, parce que là, les signes ne sont pas très bien conservés. I atakna, voilà, qui est le verbe à la fin. Donc, quiconque, akara, se rebellerait, donc là, je suis plutôt, là, c'est un verbe, quiconque se rebellerait, et ben quelque chose de pas top va lui arriver. Voilà. Voilà. Donc voilà pour cette inscription. Donc vous voyez, on la comprend quand même en grande partie. On sait que ça a lieu, c'est autour de cette site-là de cette région qui s'appelle Uposhan. Ça c'est clair. Campagne militaire de Pusur-Sushinak qui était déjà attestée sur d'autres inscriptions. Et voilà, maintenant que l'on peut voir à travers ces inscriptions en langue élamite rédigée en écriture élamite linéaire. Et tout ça pour vous dire qu'on a donc cette langue élamite attestée au moins depuis 2300, 2400 avant Jésus-Christ, mais t'es sûrement parlé avant, et qui sera notée jusqu'aux plus récentes inscriptions royales achéménides, avant l'arrivée d'Alexandre, vers 330. Mais on sait que la langue sera parlée jusque vers 1000 après Jésus-Christ. Les derniers locuteurs de la langue élamite, les Khouzi, ceux qui parlent le Khouzi, qui a donné son nom à la province, le Khouzistan, sont attestés jusque vers 1000 après Jésus-Christ. Et après, c'est sûrement à l'époque seljoukide que le dernier locuteur de la version récente de la langue élamite a dû mourir. Voilà. Et pour la région où cette langue était parlée, bon, ça c'est sûr, c'était parlé dans le sud-ouest de l'Iran, mais maintenant avec le déchiffrement de l'élamite linéaire, on peut dire que ça allait jusque dans le sud-est de l'Iran également. Alors, je fais un petit peu de pub pour cette base de données que j'ai développée à l'Université de Liège, base de données des textes en élamite linéaire. N'hésitez donc atamti-elam.uliège. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous avez tous les 45 textes en écriture élamite linéaire qui sont d'ores et déjà accessibles. Et l'inscription de Strasbourg, c'est l'inscription numéro 8. Allez, on avance dans le temps. Deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Alors, deuxième millénaire avant Jésus-Christ, en rouge, effondrement urbain, civilisation de l'Oxus, ça s'effondre. Vallée de l'Indus, ça s'effondre. Tout l'est de l'Iran, ça s'effondre. Donc, toutes les villes ici disparaissent. On ne sait pas vraiment pourquoi. L'occupation se maintient dans l'ouest et va même atteindre un apogée en Susiane et dans le Fars, dans le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Donc là, il y a des phénomènes qu'il faut constater. Hein, voilà. Et donc, dorénavant, je vais plutôt me concentrer sur la Susiane, la région de Suse. Alors, on a ici à Strasbourg ce petit fragment, donc on va tout de suite aller vers 1340, 1300 avant Jésus-Christ, donc le XIVe siècle, un fragment de tête de massue en vert. Ça, c'est intéressant. Vert. Alors, nous sommes dorénavant sur un site qui n'est pas très loin dessus, s'appelle Ontash Napieresha, hein, les progrès dans la phonologie de la langue élamite, Ontash Napieresha, qui correspond au site de Chorazambil. Alors, voyons un petit peu, c'est la dynastie dite des Igi-Alkides, donc 15e, 14e siècle. On a fait un bond dans le temps là. Hein. Et notamment, dans cette dynastie Igi-Alkide, vous avez un souverain qui s'appelle... Alors, avant, on l'appelait Untash Napieresha, mais maintenant, je peux vous dire que son nom, c'est Ontash Napieresha. Voilà. Celui que Napieresha... Non, ça veut dire, en élamite, Napieresha m'a installé. Napieresha m'a fait roi. Ok. Alors, voilà des vues. Donc, c'est un souverain
élamite du XIVe siècle avant Jésus-Christ, qui a construit cette ziggourate, cette superbe ziggourate de Tchorazambil, patrimoine mondial de l'UNESCO, fouillée en très grande partie par un autre grand fouilleur de Suse, Roman Gershman. Vous avez les différentes publications où on parle de Tchorazambil. Et puis, l'épigraphiste de la mission à cette époque-là, c'était un autre dominicain, une tradition dominicaine très importante dans l'étude de l'Iran ancien, le père Marie-Joseph Stève, dont j'ai pu retrouver les archives à Toulouse. Homme illustre, il s'est illustré, il a pu faire passer des juifs par les Pyrénées. Hein. Il y a des lettres qui ont demandé à ce qu'il reçoive le titre de juste parmi les nations. Bon bref, grand homme, plein d'égards. Alors, revenons à Tchorazambil. Alors, bon, il y a des travaux de reconsidération du site, il y a eu des prospections magnétiques, il y a un archéologue iranien, Mofidin Asrabadi, qui travaille là-dessus. Il y a une étudiante de Strasbourg qui a récemment bossé sur la reconstitution architecturale d'un des palais de Tchorazambil. Alors, voilà, toujours les reconstitutions, il faut faire attention, mais bon, ça pouvait ressembler à ça. La grande ziggourate de Tchorazambil, c'est un lieu, un site cultuel où il n'y a quasiment que des temples. Et cette énorme ziggourate dédiée à Inshushinak et Napieresha. Et lorsque l'on regarde les inscriptions de Ontash Napieresha en langue élamite et en langue acadienne, il était manifestement très content d'avoir pu construire un temple haut aux briques émaillées, il nous le dit. Et j'ai fait le temple haut en briques d'or et d'argent, d'obsidienne et d'albâtre. Bon, alors là, il exagère peut-être un petit peu, mais c'était pour indiquer qu'il avait utilisé des matériaux exceptionnels. Pourquoi ? Parce qu'on est à une époque où l'on commence à maîtriser le verre, la frite, la pâte de verre. Et nous alors là, on a un grand historien des couleurs en France qui s'appelle Michel Pastoureau, qui met l'accent là-dessus. On vit dans un monde saturé de couleurs, où avoir un pull orange fluo comme vous, madame, ou moi une chemise de toutes les couleurs semble d'une grande évidence. Mais placez-vous, il y a même 500-600 ans, où le fait d'obtenir des couleurs était extrêmement coûteux. Voilà. Et là, on va construire à 50 mètres de haut un édifice où il va y avoir des briques bleues, dorées. Moi, je me mets à la place de ces gens-là, mais il y avait un rapport à la couleur qui devait sûrement être très, très, très différent. Donc, il faut essayer de se mettre à la place de ces gens-là. Et là, vous voyez très bien que Ontash Napieresha, il met l'accent là-dessus. Alors voilà, quelques éléments en pâte de verre, en frites, notamment retrouvés à Tchorazambil. On est au début. Alors l'Iran n'est pas forcément en avance là-dessus. C'est dans tout le Proche-Orient, vers 1500-1400, qu'on commence à avoir cette technologie du verre qui se met en place. On a ces clous qui vont servir, alors qui n'ont jamais été posés, que l'on a retrouvés en vrac dans l'une des salles, mais des clous vernissés qui auraient dû décorer la ziggourate. Et donc, c'est pour ça que cette tête de massue en verre, alors une tête de massue en verre, a priori, vous donnez un coup, c'est la fin de la tête de massue. Mais c'est une tête de massue, bien sûr, de prestige, d'apparat. Voilà, il faut l'inscrire dans toute cette histoire du développement de la technique du verre. Et voilà, c'est la technique donc, du verre sur noyau. Voilà, juste pour vous dire, la technique du verre forme. Alors, je lis parce que je ne maîtrise pas bien ça. J'ai lu ça il y a une semaine en préparant la conférence. Donc là, parce que moi, je travaille plutôt 4e, 3e millénaire, je ne parle pas de verre généralement parce que ça se développe par la suite. Donc, la technique du verre formée sur noyau technique, dite de l'induction sur noyau, encore appelée alabastron. Donc, la matière vitreuse est déposée, moulée dans un noyau d'argile et de sable, donc en fait, c'est du verre moulé, en fait, dont elle épouse la forme et après séchage, ça se rétracte. Et donc on peut l'enlever facilement. Voilà, donc c'est du verre moulé finalement. Le verre soufflé, ça ne sera que, c'est beaucoup plus récent. Un verre soufflé, c'est à l'époque romaine que ça se développe. Voilà pour cette tête de massue en verre trouvée à Tchorazambil. 9e objet, on est à Suse, on est à l'époque du roi Shilrak Inshushinak. On est vers 1150-1140 avant Jésus-Christ.
Alors, quelques mots pour les inscriptions en écriture cuniforme en langue élamite. On a donc ces 45 textes en élamite linéaire, ça on est fin 3e, début 2e millénaire avant Jésus-Christ, mais la langue élamite continue à être parlée, à être notée. Et on a, du 14e au 12e siècle, on a tout un tas de souverains qui nous ont laissé des inscriptions en langue élamite et en écriture cuniforme. Et parmi ces souverains-là, il y a quelqu'un qui s'appelle Shilrak Inshushinak. Donc là, de nouveau, on va parler de la langue élamite. Alors bon, ça je vous ai déjà montré, hein, la zone où est sûrement parlée. Alors ce qui est assez incroyable, c'est que a priori, la langue élamite est parlée dans toute cette zone-là. Et l'essentiel des textes que l'on a, ils viennent de là. Donc on connaît, cette langue est documentée par la périphérie en fait, principalement. Alors Shilrak Inshushinak, souverain très intéressant, souverain qui aime beaucoup l'archéologie, l'histoire. Ça, c'est clair. Il utilise des formes de signes archaïsantes. Des états de la langue élamite sont très archaïsants dans ces textes-là. Et on sent qu'il a fait des fouilles. Et des fois, il rappelle tous les souverains qui ont restauré les temples avant lui. Et il va donner les noms des souverains un à un. Donc, il a une réelle conscience historique, ce souverain. Alors, on a avancé dans le temps. On est à l'époque de la dynastie dite Shutrukide, 12e siècle avant Jésus-Christ. Ça vient du nom de Shutruk-Narunte. Et parmi les souverains, il y a donc Shutruk-Narunte, Kutir-Narunte, Shilrak Inshushinak et Utlutush Inshushinak. On est donc au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Et on a beaucoup de vestiges de Shilrak Inshushinak. On a beaucoup de vestiges en cuivre. Alors là, il y a un artisanat du cuivre qui est incroyable à cette époque-là. Tout ça peut être vu au Louvre. Il y a cet objet qui est très célèbre, hein, qu'on appelle le Sit Shamshi. On a un texte là où Shilrak Inshushinak nous dit « J'ai fait ce Sit Shamshi ». Donc ça veut dire lever de soleil en langue akkadienne. On ne sait pas à quoi ça correspond. C'est un objet unique, hein, peut-être la représentation d'une scène cultuelle, mais on ne sait pas vraiment. Voilà. Mais en tout cas, c'est un objet très célèbre de cette époque-là. Et je reviens donc à ce texte présent sur cette brique moulée de Shilrak Inshushinak. Alors, vous avez la photo, le dessin, la translittération ici, et on va donc le lire. O Shilrak Inshushinak, moi Shilrak Inshushinak, Shak Shutruk Naruntekik, Sunki Kanzan Shushunka, moi Shilrak Inshushinak qui suis le fils de Shutruk Narunte, le roi d'Anzan et de Suse. Bon, fin de la titulature. Kutir Narunte, Zalmu Erientumiya Hurtash. Kutir Narunte, mon frère, avait fait une statue de brique. Aksian Inshushinak me Hahan Kushin Kimar. Et avait dit, dans le temple d'Inshushinak, je construirai. Ak ime kushish, mais il ne l'a pas construite. Ak pourku uzunra, parce qu'il avait une bonne raison, parce qu'il était mort avant la réalisation. O, c'est moi, je. O, tak, moi, installé, une fois installé. Nzalmu erientu miya taha hak hurta. Alors en rouge, c'est les verbes. En rouge, c'est les verbes. Zalmu, c'est le mot akkadien pour la statue, Erientum, la matière. J'ai fait la statue de brique, à Kumpum Kituya Haha Kushir, et j'ai construit ici le Kumpum Kituya. On ne sait pas ce que c'est, peut-être un temple. À Kinsushinak Napirore I Simata, et je l'ai déposé devant Insushinak Napirore, le Dieu de moi, mon Dieu. Voilà. Fin et exhortation finale. Et Insushinak, oh Insushinak, Napirore, mon Dieu, Hutak Ralekome, mes œuvres, Lima, en cadeau, nous, pour toi, Telakni, puissent mes œuvres être déposées en cadeau pour toi. Voilà ce que veut dire ce texte. Et donc, Shilrak, donc vous voyez, c'est vrai qu'on galère quand même souvent avec la langue élamite, mais bon, quand même, on arrive à traduire quand même. Hein. Voilà. Et donc là, on voit que Shilrak Inshushinak dit « Mon frère ne l'a pas fait, mais moi je l'ai fait ». Et de quoi il parle? Eh bien, il doit parler de ça. Donc, parce que la brique qui est ici, au musée à Strasbourg, c'est cette brique qui vient, c'est ça hein, que l'on a ici à Strasbourg. Vous voyez très bien que c'est une brique moulée.
Et le monument complet qui a pu être reconstitué au Louvre, mais donc qui a été trouvé à Suse, ça devait ressembler à ça. Donc c'est pas une statue de briques, c'est un bas-relief de briques avec représentation de déesses et de palmiers qui devaient sûrement décorer le temple d'Inshushinak. Ok. Donc ça, c'est visible au Louvre. Alors retenez, oui, je prépare la publication d'un inédit de Chilhak Inshushinak, super au musée de Téhéran, inscription complète avec plein des nouveaux verbes, des nouveaux mots. Donc voilà, c'est un de mes sujets notamment sur lesquels je bosse, c'est cette superbe crapaudine du XIIe siècle, donc de Chilhak Inshushinak. Et on va terminer avec le premier millénaire avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ, pardon. Et voilà, je voulais parler un petit peu de l'époque sassanide, puisqu'ici, à Strasbourg, il y a donc ces sceaux en pierre dure, en agate, en cornaline, et ça va nous permettre de nous donner... Donc, je ne parle pas du tout d'époque achéménide, tout ça. Bon, il fallait faire un choix. Ces sceaux donc en agate, en jaspe, donc c'est très souvent d'époque sassanide, en pierre très dure. Donc, je vais vous dire quelques mots sur cette époque sassanide. 224-651, c'est la fin de l'Antiquité, le début du Moyen-Âge pour nous en Europe. Voilà une vue de l'Empire sassanide. C'est 4 siècles, hein. C'est 2 fois plus que l'Empire achéménide, hein, l'époque sassanide. Avec un urbanisme incroyable, on a des villes circulaires, comme il dit ici à Artveshir Khvahra, donc c'est Firuzabad. On pense qu'il y a eu une influence sur l'urbanisme circulaire de Bagdad, notamment. Ville d'Ardeshir Ier, le fondateur de la dynastie sassanide en 224, après Jésus-Christ. Et là, je vais vous parler, on va dire quelques mots du moyen perse, qui est l'ancêtre du persan moderne, parlé à l'époque sassanide, et noté avec un alphabet de type araméen. Alors voilà comment la langue moyen perse était notée sur ces inscriptions royales sassanides avec cette variante de l'alphabet araméen. Donc là, c'est l'inscription de Shapur Ier. Donc voilà, je vous montre quelques images de ces inscriptions. Et très souvent, les souverains sassanides laissaient des inscriptions trilingues, moyen perse, parthe et grec. Voilà l'alphabet moyen perse utilisé dans ces inscriptions-là, hein, donc avec les comparaisons avec les autres alphabets de type araméen. Bon, je passe rapidement dessus. Et puis, alors très souvent, vous savez que la France est une terre de déchiffreurs. Et alors souvent on parle de Champollion, mais avant Champollion, au XVIIIe siècle, on a eu l'abbé Barthélemy quand même, hein. Et puis le prof de Champollion, Antoine Isaac Sylvestre de Sassy, on le sait moins, mais c'est lui qui a pu déchiffrer ces inscriptions des rois sassanides en langue fin XVIIIe siècle, en langue moyen perse. Donc voilà, juste pour dire que le prof de Champollion avait fait des trucs quand même. Voilà, Sylvestre de Sassy, prof au Collège de France, si je ne dis pas de bêtises, qui n'a pas forcément aidé Champollion lors de sa carrière, hein. Ouais. Bon, ça c'est un autre sujet. Bon, voilà, quelques inscriptions d'époque sassanide. On a également ça conservé sur des manuscrits, avec une forme calligraphique différente. Et puis, on a les pièces sont très célèbres, avec les portraits des rois d'un côté, des autels avec l'autel du feu de l'autre côté, toujours avec les inscriptions laissées par les rois sassanides autour des pièces. Alors très souvent, dès que vous voyez quelqu'un avec une grosse boule sur la tête, c'est un roi sassanide, hein, c'est la forme des couronnes, on ne sait pas à quoi ça devait vraiment, ce que c'était vraiment. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît non, c'est pas à ce moment-là, mais là, le titre de ces rois, c'est Shahenshah Iran ad Uniran, Aniran, roi des rois d'Iran et de non-Iran, roi du monde. Roi du monde. Ok. Et c'est également alors, à cette époque-là que la langue persane se met vraiment en place. Là, je vous ai donné une liste de mots. Vous avez le mot en vieux perse, en moyen perse et en persan moderne. Et vous voyez très bien que la différence entre le moyen perse et le persan moderne est très limitée. Vous voyez quasiment les mêmes formes. Et là où il y a eu vraiment une évolution, c'est du vieux perse au moyen perse.
pour vous dire qu'à l'heure actuelle, où il n'y a pas de genre et pas de déclinaison en persan, et c'est une langue super facile à apprendre pour cette raison-là, le persan originel, le vieux perse, avait bel et bien des déclinaisons et des genres, des masculins, des féminins, mais tout ça qui était noté à la fin du mot par la terminaison. Et la fin des mots en vieux perse, étant donné qu'il y a eu un changement dans l'intonation, dans la manière d'accentuer les mots, eh bien la fin des mots n'était plus prononcée. Et donc, la déclinaison et le genre ont disparu comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez très bien les différentes... Donc c'est clair, hein, c'est la même langue. Bon. Alors, là, une superbe argenterie. Voilà, c'est une époque très très belle. Bon, il y a beaucoup de choses à dire dessus, forcément. Avec une architecture incroyable, comme le palais de Khosrow II à Ctésiphon. Là, on est dans la banlieue de Bagdad. On est vers 600 après Jésus-Christ. Et des superbes bas-reliefs également. Donc, où est le roi? Cherchez la boule. Hein, voilà, où est le roi? Donc, Ardeshir qui reçoit l'investiture d'Ormozd, Ahura Mazda, le grand dieu. Voilà, donc ici, Shapur Ier, bas-relief de Narché-Rostam, très célèbre, qui reçoit la soumission de Philippe l'Arabe, qui a capturé, donc il a infligé 3 terribles défaites aux empereurs romains dans les années 250-260 après Jésus-Christ. Ah oui, tenez, je voulais vous montrer cette image-là. Regardez ça, c'est vu ça, vu à Shiraz en juillet dernier, après la guerre des 12 jours. Où vous voyez une évolution très intéressante. Alors, c'est bien sûr la reprise directe de ce bas-relief-là. Et vous voyez, alors que la République islamique d'Iran se faisait un malin plaisir à nier le passé pré-islamique de l'Iran, on assiste depuis plusieurs mois à un changement complet d'un point de vue de la propagande. Et kneel before the Iranians, agenouillez-vous devant les Iraniens, c'est Trump là, qui est représenté là. Donc vous voyez qu'il y a la reprise directe d'éléments sassanides, donc pré-islamiques. Donc il y a un changement dans le discours. Bon, à noter. Oh, ils l'ont peut-être enlevé depuis, mais en tout cas, il était là, voilà. Bon. Et alors, bon, je passe rapidement sur les aspects religieux. Hop. Et bon, la Vesta, tout ça. Hop, je passe rapidement. Alors, je reviens à cette histoire de sceaux, de scellement. Donc, on a des scellements, bien sûr, d'époque sassanide. Et puis, on a ces sceaux spectaculaires. Alors là, c'est des sceaux, bien sûr, qui appartiennent à la noblesse que je vous montre. Donc souvent réalisés dans des seaux cachés, c'est pas des seaux cylindres, des seaux qui servent, des seaux tampons, dans des matières très dures, exceptionnelles, de très grande qualité. Et tout ça je reviens, alors ne lisez pas tout le texte, mais je reviens à ce sceau qui est ici à Strasbourg. Et ce sceau qui est ici à Strasbourg, quel est ce motif bizarre ici? Ce motif bizarre est une reprise de cet élément ici, où là, vous avez noté en moyen perse et alphabet araméen le verbe avzoun, qui veut dire augmenter. Et souvent, qu'est-ce qui est augmenté? C'est ça qui est augmenté, la phare, la gloire. Voilà, ça souvent. Donc là, c'est une syntaxe hybride où vous avez l'objet qui est représenté sous la forme du dessin et le verbe qui apparaît juste après. Et donc là, vous avez une modification du verbe, où là, vraiment, ça devient de plus en plus décoratif. Et là, on a finalement le verbe avzoun apparaît de manière moins en moins claire. Donc, et aussi, on va dire, ces glyphes, ces représentations très caractéristiques du monde sassanide, qui ont servi à former les armes de l'université de Téhéran, à l'heure actuelle. Vous avez Daneshgah et Téhéran, où vous avez une reprise exacte donc c'est un logo qui a été fait dans les années 40 ou 50, mais vous voyez très bien la reprise de ces éléments-là. Alors, voilà pour ce petit tour d'horizon de 10 objets du musée de la BNU. Donc je remercie de nouveau tous ceux que j'ai remerciés, Emmanuel, la BNU, Kamran, Strassiran, qui font un boulot incroyable. Mon site internet, c'est celui-là. François Dessay, bon, c'est pas très original le titre, françoisdessay.com. Voilà. J'organise
Alors, je fais un petit peu de pub, désolé. J'organise des visites payantes du musée du Louvre. Donc, si vous voulez venir avec moi, prochaine visite, c'est le 27 septembre. Voilà, vous pouvez vous inscrire là. Et avant de terminer, j'aimerais bien, alors vous savez qu'il y a un contexte très particulier sur lequel, Cameron, tu rappelais, j'aimerais bien que on ait une pensée pour les Iraniens. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait jouer la vidéo que je vous ai laissée, et notamment en mémoire des 20 000, 30 000 personnes qui ont été tuées les 7 et 8 janvier dernier. Voilà. Et si vous avez des questions, je serai prêt à les prendre après. Le son, s'il vous plaît. بیرون میشنوید مامان تو تانگ مسلسل دیگر اثر ندارد به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد برای این دیوانت سفر کنی نشد یه بار به حال من به حال این ویرانت نظر کنی Voilà, on les oublie pas. Bon, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, je pense qu'il y a 5-10 minutes de temps pour y répondre. Et sinon, merci d'être venu. Alors, merci beaucoup vraiment pour cette formidable conférence en 10 étapes, mais on en aurait aimé une centaine, peut-être même plus. Malheureusement, l'heure a tourné. Et nous avions promis à 15 heureux élus une visite à la suite de cette conférence. Alors, ce que je propose, c'est lever la main ceux qui ont une question. Ceux qui ont une question, je dis bien. 1, 2. C'est fini. Les autres se tairont à jamais. Je pose donc 2 questions et ensuite je demanderai aux gens qui ne sont pas inscrits à la visite de sortir relativement rapidement. Ça laissera aux conférenciers le temps de boire un verre d'eau, bien sûr. Et ensuite, nous basculerons sur la visite. Merci beaucoup. Je commence ici. Merci beaucoup François et pour cette belle présentation riche d'informations. Il ne s'agit pas d'une question, c'est juste une petite demande, si tu acceptes, de dire quelques mots également sur langue et écriture avestique pour compléter ce que tu as dit. Voilà. Alors la langue avestique, c'est la langue de l'Avesta. L'Avesta, c'est ce recueil de textes sacrés du zoroastrisme, une langue iranienne, une langue indo-arienne, proche du vieux perse, proche du sanskrit. Et c'est une langue, des manuscrits qui ont été composés à des moments différents. Donc c'est une langue où on a des étapes, un avestique ancien, un avestique récent. Ça, c'est pour la langue, dit de manière très rapide. Donc la langue de type indo-arienne, donc proche du vieux perse, proche du sanskrit. Et pour l'écriture, ils ont développé à l'époque, on pense que l'écriture, dite l'alphabet avestique, a été développée à l'époque sassanide,
puisque ces textes sacrés étaient appris par cœur, et on pense que vers 500-600, ils ne savaient plus ce qu'ils disaient. Ils apprenaient les textes par cœur, et ils ont senti le besoin de développer un système d'écriture extrêmement précis pour noter les sons de ces prières dans cette langue qu'ils ne comprenaient plus. Et ils ont donc développé cet alphabet de type araméen. C'est pas tout à fait alphabet araméen, mais les formes des lettres sont légèrement araméisantes. Et alors les alphabets, vous savez que généralement ça fonctionne avec 20-30 lettres, alphabet de 52 lettres, ce qui vous indique la haute précision de l'information phonétique, parce que pour eux, même s'ils ne comprenaient plus ce qu'ils disaient, l'important c'était que finalement la prière soit prononcée correctement pour qu'elle soit effective. Voilà. Donc voilà, et c'est sûrement, hein, vous voyez, je pense que c'est peut-être les réformes de Khosrow Ier au VIe siècle après Jésus-Christ où il y a cette écriture, donc l'alphabet avestique qui doit être développé. Il y avait une autre question. Oui, merci. Je ne sais pas si on m'entend. Bon, question d'amateur, hein, mais vous disiez que l'élamites était un isolat linguistique et qu'en un sens, on a de connaissances que par la périphérie ouest. Est-ce qu'on a quand même des traces de ce qui aurait pu être des échanges entre l'Est de l'Iran d'alors et puis l'Indus ? Alors, l'Indus, oui, on a des objets de type Indus que l'on trouve dans le Golfe Persique, que l'on trouve en Iran. On a des vases en chlorite que l'on trouve, des fragments d'objets en chlorite que l'on trouve dans la vallée de l'Indus. Donc oui, il y a dû y avoir des échanges, du commerce, des gens qui ont circulé. Alors juste un petit mot sur ces histoires de commerce ou d'échange. En fait, il faut pas c'est pas étonnant. C'est même extrêmement attendu. Moi, j'ai quelques mots sur mon directeur de thèse, qui s'appelait Serge Closiou. Je me souviens toujours de cette phrase-là. Il ne faut pas s'étonner de relations de commerce, d'échange. Voilà. Ce qui est le plus intéressant, c'est quand il y a deux zones qui sont à côté l'une de l'autre où il n'y a pas d'échange. Là, ça, c'est intéressant. Sinon, dire qu'il y a des échanges du commerce, des gens qui circulent, c'est extrêmement banal. Donc oui, il y a des relations, forcément. Hein, ouais. Et les matières qui viennent, on a un artisanat de l'Indus que l'on retrouve en Iran, que l'on trouve en Mésopotamie. Donc forcément, il y en a. On sait qu'il y a des villages de gens dits de... Alors, la vallée de l'Indus, l'association de l'Indus, elle est dite, on pense que ça correspond au toponyme dans les sources cuneiformes de Meloura. Et on sait qu'il y a des villages de gens de Meloura en basse Mésopotamie à la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Donc on peut limite, c'est comme si on avait un Chinatown, quoi. C'est un Meloura Town en Mésopotamie, des villages d'artisans. Donc oui, ça circule. Et je pense que le Golfe Persique, fin 3e millénaire avant Jésus-Christ, on devait parler l'élamite, l'akkadien, le sumérien, la langue de la vallée de l'Indus. On utilisait l'écriture de l'Indus, l'élamite linéaire, le cunéiforme. Ça devait être un sacré melting pot. Et moi, je lis comme image, je vois bien la Méditerranée d'époque hellénistique, où ça partait dans tous les sens d'un point de vue des échanges. Donc le Golfe Persique a dû jouer c'était un peu le trait d'union entre toutes ces régions-là, je pense. Donc oui, il y a des relations. Eh bien, merci beaucoup, merci infiniment Merci. pour la conférence.